dans le réfectoire du couvent Santa Maria del Grazie à Milan. Sur un mur mesurant environ 4 mètres sur 8 mètres se trouve l'une des œuvres les plus analysées de l'histoire de l'art occidental. Léonard de Vinci l'a peinte entre 1495 et 1498. Il n'a pas utilisé la technique traditionnelle de la fresque. Il utilisait la tempéra et l'huile appliquée sur du plâtre sec, une méthode qu'il avait lui-même mise au point qui lui donnait plus de temps pour retravailler son œuvre que la fresque humide, mais qui entraînait également une détérioration de la peinture dans les 20 ans suivant son achèvement. Pendant les 500 années suivantes, la peinture a survécu à des restaurations bâclées à l'occupation napoléonienne, lorsque le réfectoire a été utilisé comme écurie, et à un bombardement allié en 1943, qui a détruit la majeure partie du bâtiment environnant et a laissé le mur peint debout miraculeusement intact derrière des sacs de sable. À travers 6 siècles de vernis de retouche, de repeint et la lente dégradation chimique de la couche de pigment originale. En 1978, la restauratrice italienne Pinan Brambilla Barcillon a entrepris ce qui allait devenir le plus long projet de restauration d'une seule peinture dans l'histoire de l'art moderne. Cela lui a pris 21 ans. Lorsqu'elle acheva son travail en 1999, elle avait enlevé près de 5 siècles de surpeintures accumulées et révélé pour la première fois depuis la Renaissance ce qui se cachait réellement en dessous. Ce qui se cachait réellement en dessous est la partie de l'histoire qui n'a jamais été largement médiatisée. La restauration de Brambilla a confirmé ce que les historiens d'art italiens soupçonnaient depuis des décennies. Le tableau n'était pas une image unique, ni image. Il s'agissait d'une composition à plusieurs niveaux avec des éléments imbriqués géométriques, musicaux et architecturaux, délibérément codés par Léonard dans le dessin sous-jacent et les premières couches de peinture et que les siècles de restauration ultérieure avaient progressivement obscurci. En 2007, un musicien et chercheur amateur italien du nom de Giovanni Maria Pala a publié un livre intitulé La musica celata, la musique cachée, ZIC. Il affirmait que la position des pains et des mains des apôtres interprétées comme des notes sur une portée musicale produisait une composition de 40 secondes qui se jouait de manière cohérente comme un hymne de style grégorien. La même année, un technicien informatique italien du nom de Slavisa Pesci a pris l'image numérique du tableau, l'a inversée horizontalement et a superposé la copie inversée à l'original. Ce qui est apparu de la superposition n'était pas subtil. Des figures supplémentaires sont apparues sur les bords de la table invisible sur le tableau seul. Un vase est apparu entre les mains du Christ. Un visage est apparu dans la partie supérieure de la structure sans équivalent dans la composition du tableau. Ces 2 conclusions ont été discrètement rejetées par les historiens de l'art traditionnel. Aujourd'hui, grâce à l'application de la vision par ordinateur moderne et de l'analyse multispectrale pilotée par l'IA, elles sont renforcées par un élément auquel les chercheurs de 2007 n'avaient pas accès. Cela soulève 3 questions que détecte réellement l'IA dans l'ensemble des données d'imagerie cumulative. Pourquoi toutes les tentatives précédentes visant à révéler la couche compositionnelle cachée de Léonard de Vinci ont-elles été étouffées par les institutions propriétaires du tableau? Et quels éléments structurels spécifiques, géométriques, musicaux, théologiques, apparaissent désormais dans l'image numériquement expurgée que la peinture de surface était délibérément conçue pour dissimuler? Ce sont les questions que ce mur de 39 mètres de haut dans un couvent milanais a placé au cœur d'un mystère vieux de 5 siècles. Le monde de l'histoire de l'art de la Renaissance attendait avec impatience que la technologie apporte enfin la réponse. Le tableau est bien celui de Léonard de Vinci. Ce qui se cache sous le tableau, c'est ce que Léonard a codé. Ce que l'IA commence tout juste à lire, c'est la partie de l'histoire que Léonard lui-même, si l'on en croit toutes les preuves scientifiques accumulées, s'attendait à ce que quelqu'un finisse par découvrir. Pour comprendre ce que Léonard de Vinci a réellement intégré dans la scène et pourquoi la technologie permettant de la décoder n'est devenue disponible que récemment. Il faut d'abord comprendre qui a commandé le tableau, pourquoi il a été placé à cet endroit précis et en quoi consistait réellement la méthode de travail de Léonard. Ludovico Sforza était duc de Milan
Il régna de 1494 à 1499, durant l'une des périodes les plus tumultueuses de l'histoire de la Renaissance italienne. Milan était riche, puissante et occupait une place centrale dans la politique européenne. La famille Sforza était parvenue au pouvoir grâce à une combinaison de forces militaires, de manœuvres politiques et de mécénat stratégiques dans le domaine des arts. Ludovico comprenait que le grand art servait des fins politiques. Il commanda à Léonard de Vinci la Seine pour le réfectoire de Santa Maria del Grazie, l'église attenante à un couvent dominicain que Ludovico destinait au mausolée de la famille Sforza. Le tableau devait orner le mur nord du réfectoire où les moines prenaient leur repas, transformant ainsi leur pain quotidien en une participation perpétuelle au dernier repas du Christ avec ses disciples. La commande était théologique, politique et personnelle. Léonard accepta. Il travailla à cette peinture pendant environ 3 ans, de 1495 à 1498. Sa méthode était inhabituelle. La technique traditionnelle de la fresque exigeait des artistes qu'ils travaillaient rapidement. Le pigment était appliqué sur un enduit humide qui absorbait la couleur en séchant. La liaison chimique entre le pigment et le plâtre créait une surface durable qui pouvait se conserver pendant des siècles. La technique exigeait de la rapidité. L'artiste devait achever chaque section avant que le plâtre ne sèche, généralement en une seule journée. Léonard de Vinci ne travaillait pas rapidement. Il était connu pour contempler ses compositions pendant de longues périodes, restant parfois des heures devant une toile sans y poser un seul coup de pinceau. Il retravaillait sans cesse ses compositions. Il expérimentait. Il changeait d'avis. La fresque humide ne convenait pas à sa méthode. Alors, il inventa autre chose. Léonard appliquait ses pigments sur du plâtre sec à l'aide d'un mélange de tempera et d'huile appelé tempera grassa. Cette technique lui offrait la flexibilité qu'il recherchait. Il pouvait travailler lentement, retravailler son œuvre, superposer les couches, ajuster et reconsidérer son approche. Cette technique impliquait également que le tableau ne durerait pas. Moins de 20 ans après son achèvement, la scène était déjà en train de se détériorer. La couche de pigment n'était pas chimiquement liée au plâtre. Elle reposait en surface vulnérable à l'humidité, aux variations de température et à la lente dégradation du liant organique. En 1556, l'historien de l'art Giorgio Vasari décrivait le tableau comme un amas de taches. La détérioration s'est poursuivie pendant des siècles. Des restaurateurs ont tenté de sauver le tableau. Ils ont appliqué des vernis pour imperméabiliser la surface. Ils ont retouché les zones où la peinture originale s'était écaillée. Ils ont repeint des sections entières, remplaçant ce que Léonard avait fait par ce qu'il pensait être sa véritable intention. Chaque restauration ajoutait une nouvelle couche. Chaque couche masquait davantage l'original. Au XXe siècle, les spécialistes estimaient que moins de 20% de la peinture originale de Léonard subsistait sur le mur. Le reste était le fruit de 5 siècles d'interventions, même bien intentionnées. Le tableau que les visiteurs ont vu n'était pas la scène de Léonard de Vinci. C'était un palimpseste, l'original de Léonard enfoui sous des siècles d'interprétations successives. Le bombardement de 1943 aurait dû le détruire. Dans la nuit du 15 au 16 août 1943, les bombardiers alliés ont frappé Milan. Les bombes ont touché directement Santa Maria del Grazie. Le toit du réfectoire a été soufflé. Les murs se sont effondrés. Le bâtiment a été réduit en ruines. Mais quelqu'un avait anticipé l'attaque. Avant le bombardement, des ouvriers avaient érigé des échafaudages autour du mur nord et l'avaient recouvert de sacs de sable. Cette protection improvisée, désespérée et à peine suffisante, avait suffi. Lorsque la poussière retomba, le mur nord était toujours debout. La scène, protégée par sa barrière, avait survécu. L'image de ce mur dressé seul au milieu des ruines, la peinture intacte tandis que tout autour n'était plus que ruines, est devenue l'une des photographies emblématiques de la campagne d'Italie. Le tableau avait résisté au temps, mais ce n'était pas la peinture de Léonard qui avait résisté, mais les repeints accumulés pendant 5 siècles, l'œuvre originale de Léonard étant enfouie quelque part en dessous.
Pinan Brambilla Barcelone a commencé sa restauration en 1978. C'était une restauratrice italienne forte de plusieurs décennies d'expérience dans le domaine des peintures de la Renaissance. Elle était consciente des difficultés qui l'attendaient. Elle savait que le travail prendrait des années, mais au départ, elle ignorait combien d'années il faudrait réellement 21 ans. De 1978 à 1999, Brambilla travailla sur la scène avec une patience frôlant l'obsession. Ses outils étaient simples, des cotons-tiges, des solvants, une loupe et une connaissance intime des techniques picturales de la Renaissance. Sa méthode était minutieuse, elle retirait la surcouche, une minuscule section à la fois révélant ce qui se cachait en dessous et documentant tout. Ce qu'elle a découvert a changé la compréhension du tableau. Environ 20% de la couche de pigments originale de Léonard de Vinci a subsisté. Ces 20% ont été presque entièrement masqués par les restaurations ultérieures. Les couleurs, les expressions, les détails et la structure étaient différents de ceux des repeints. Brambilla a documenté des éléments de composition dans le dessin sous-jacent et les premières couches de peinture qui ne correspondaient pas à la composition de la surface. Des lignes qui ne servaient aucun but pictural évident. Des relations géométriques qui semblaient délibérées mais qui ne correspondaient pas à l'image visible. La composition reposait sur un cadre mathématique, un cadre que des siècles de repeints avaient progressivement recouvert. Ces découvertes ont été publiées en 2001 en collaboration avec l'historien d'art italien Pietro Marani, dans un ouvrage intitulé Léonard de Vinci la scène. Le livre documentait les découvertes de Brambilla sans toutefois les interpréter. Les anomalies de composition figuraient dans les archives scientifiques consignées mais non commentées. Puis Giovanni Maria Paula les a étudiées. Paula n'était pas historienne de l'art. C'était un musicien et informaticien italien formé en théorie musicale et fasciné par les structures cachées. Il avait étudié les carnets de Léonard de Vinci qui contiennent de nombreuses preuves de l'intérêt de l'artiste pour les proportions mathématiques, le codage géométrique et les relations entre la composition visuelle et musicale. Léonard n'était pas qu'un simple peintre. C'était un polymathe, un scientifique, un ingénieur, un anatomiste, un architecte et un musicien. Ces carnets, dont les célèbres Codex Leicester et Codex Atlanticus, témoignent d'un esprit qui percevait des liens entre tous les domaines du savoir humain. Il a conçu des machines volantes. Il a étudié l'écoulement de l'eau. Il disséquait des cadavres pour comprendre l'anatomie humaine. Il étudiait les principes mathématiques qui sous-tendent l'harmonie musicale. Ces carnets montrent également que Léonard y codait délibérément des informations. Sa célèbre écriture en miroir, la Scriptura Speculaire, en est l'exemple le plus évident. Léonard de Vinci écrivait la plupart de ses carnets à l'envers de sorte que le texte ne pouvait être lu que dans un miroir. La raison de cette pratique a fait l'objet de débats pendant des siècles. Certains érudits avancent qu'il s'agissait simplement d'une conséquence de sa gaucherie. D'autres soutiennent qu'il s'agissait d'une dissimulation délibérée, une manière de cacher ses idées aux observateurs occasionnels. Ce procédé de codage délibéré ne se limite pas à l'écriture en miroir. Léonard de Vinci a intégré des relations mathématiques dans ses compositions. Il utilisait des principes géométriques pour structurer ses peintures de manière à ce que les spectateurs ne les remarquent pas immédiatement. Il construisait des strates de sens dans son œuvre, des strates qui nécessitaient des connaissances spécifiques pour être décodées. Pala pensait que la scène contenait l'une de ces strates cachées. Sa théorie était musicale. Dans la scène, les 12 apôtres sont disposés en 4 groupes de 3, le Christ occupant le centre. Cette structure compositionnelle est bien documentée dans l'analyse historique de l'art. Elle crée un rythme et un équilibre visuel organisant la scène complexe en unités gérables. Pala remarqua que les groupements pouvaient être interprétés comme une notation musicale. Les mains des apôtres, leur position, leurs gestes, leur relation avec la table et entre eux pouvaient être transposés sur une portée musicale. Les pains sur la table correspondaient à des notes spécifiques. L'ensemble de la composition lue de droite à gauche à la manière de l'écriture en miroir de Léonard de Vinci produisait une séquence musicale cohérente.
Il en résultait une composition de 40 secondes, un hymne de style grégorien jouable sur des instruments d'époque et harmoniquement cohérent. Pala a publié ses découvertes en 2007 dans un livre intitulé « La musica celata, la musique cachée ». Le livre comprenait la notation musicale qu'il avait déduite du tableau et des enregistrements de la composition en cours d'exécution. La réaction de l'historien de l'art dominant a été dédaigneuse. Les critiques ont fait valoir que Pala avait imposé un schéma qui n'était pas réellement présent, que l'interprétation musicale était une projection plutôt qu'une découverte. Selon eux, la position des mains et du pain pouvait être interprétée de multiples façons. Déceler une séquence musicale dans ces nuages relevait de la pareidolie, comme voir des visages dans les nuages. Les conclusions de Pala ne furent pas réfutées, elles furent simplement mises de côté. La même année, Slavisa Pesci mena une expérience différente. Pesci était aussi un technicien informatique italien. Pas un historien de l'art, pas un universitaire, pas un expert reconnu en peinture de la Renaissance. C'était un homme qui maîtrisait le traitement numérique des images et qui avait une hypothèse. Son hypothèse reposait sur l'écriture en miroir de Léonard de Vinci. Si Léonard avait codé son texte en miroir, il avait peut-être codé ses images de la même manière. Pesci a pris une image numérique haute résolution de la scène. Il l'a inversée horizontalement, créant ainsi une copie inversée. Il superposa ensuite la copie miroir à l'original, ajustant la transparence pour que les deux images soient visibles simultanément. Le résultat fut extraordinaire. L'image composite révélait des éléments invisibles sur chacune des images prises individuellement. Sur les bords de la table des figures apparurent qui n'avaient pas d'équivalent dans la peinture de surface. Entre les mains du Christ, un vase, émergea un calice ou une coupe qui n'était pas peint, mais qui apparaissait dans la superposition comme une forme géométrique claire. Dans les éléments architecturaux surplombant la scène, un visage est apparu ne correspondant à aucune figure de la composition visible. Pesci a publié ses découvertes en ligne et dans les médias italiens. La réaction générale a été la même que celle suscitée par Pala, le rejet. Les critiques ont fait valoir que la superposition d'une image complexe sur son miroir produirait des artefacts, que l'apparition de figures et d'objets supplémentaires était une conséquence de la technique plutôt qu'une preuve d'un encodage délibéré. La critique était justifiée, mais elle ne tenait pas compte de la spécificité des découvertes de Pesci. Les figures apparues dans la superposition n'étaient pas des artefacts aléatoires, elles occupaient des positions significatives dans la composition. Le calice entre les mains du Christ correspondait à la signification théologique de la scène. L'institution de l'Eucharistie, la coupe de la Nouvelle Alliance. Le visage dans l'architecture apparaissait à une position qui correspondait au point de fuite du tableau. Le point de fuite est l'une des caractéristiques mathématiques documentées de la scène. Les lignes de perspective architecturale du tableau, les poutres du plafond, les panneaux muraux, les tapisseries convergent toutes vers un seul point. Ce point est précisément situé au niveau de la tempe droite du Christ. Ce n'est pas un hasard, c'est une construction mathématique délibérée. Léonard a placé le Christ au centre géométrique de la composition et a fait de sa tête le point focal de toute la structure architecturale. Chaque ligne du tableau converge vers le Christ. Les mathématiques renforcent la théologie. Le visage que Pesci a identifié dans sa superposition miroir apparaissait au même centre géométrique. Un visage qui n'était pas peint. Un visage qui n'a émergé que lorsque l'encodage a été inversé. Sabrina Sforza Galizia a ajouté une autre couche en 2010. Galizia était une chercheuse qui avait travaillé comme conservatrice à la Bibliothèque Vaticane. Ses qualifications étaient plus classiques que celles de Paola ou de Pesci. Ses affirmations étaient tout aussi extraordinaires. Galizia soutenait que la scène recelait un cycle astrologique et zodiacal. Les 12 apôtres correspondaient aux 12 signes du zodiaque. Leur disposition autour de la table correspondait au calendrier céleste. La composition n'était pas une simple représentation d'une scène biblique. C'était un diagramme cosmologique codant la relation entre le terrestre et le céleste. Ces conclusions ont été publiées dans les médias et les revues universitaires italiennes.
La réaction générale fut prévisible, le rejet. Mais ce rejet systématique était devenu frappant. 3 chercheurs indépendants utilisant des méthodologies différentes ont identifié des éléments de composition cachés dans la scène. L'un a découvert de la musique, l'autre des figures codées dans un miroir, le troisième un symbolisme astrologique. Tous 3 ont été écartés. Tous 3 avaient pourtant documenté leur découverte en détail. Tous 3 ont fondé leurs travaux sur l'intérêt manifeste de Léonard de Vinci pour le codage, son écriture en miroir, ses compositions mathématiques et son intégration de multiples systèmes symboliques dans des œuvres uniques. Le jugement de rejet n'a pas examiné les preuves concrètes. Il a rejeté l'idée même que Léonard aurait pu coder quoi que ce soit. Or, Léonard a bel et bien codé des choses, ses carnets, son écriture en miroir et ses compositions mathématiques en témoignent. La question n'est pas de savoir si Léonard était capable d'intégrer des strates cachées dans son œuvre. La question est de savoir ce que contiennent ces strates cachées. La main désincarnée est l'anomalie que l'histoire de l'art officiel n'a jamais expliquée de manière satisfaisante dans la représentation de la scène. L'apôtre Pierre est penché vers Jean, assis immédiatement à sa droite. Sa main gauche repose sur l'épaule de Jean et sa main droite est derrière son dos. Mais une autre main se trouve à la nuque de Pierre. Cette main semble surgir de nulle part. Il tient ce qui semble être un couteau ou un poignard. Sa position suggère une menace. La lame est pointée vers la gorge ou la poitrine de Pierre. La main n'appartient clairement à aucun personnage de la composition. Certains historiens de l'art ont avancé qu'il s'agissait de la main de Pierre lui-même. Il a été suggéré que Léonard de Vinci ait représenté Pierre avec la main droite tordue derrière le dos dans une position anatomiquement improbable. D'autres ont avancé qu'elle appartenait à un personnage invisible partiellement dissimulé par la composition chargée. Aucune de ces explications n'est pleinement satisfaisante. La main demeure une anomalie, un élément de composition qui ne s'intègre pas au récit de surface du tableau. Dans la superposition en miroir réalisée par Pesci, la main acquiert une signification différente lorsque la composition est inversée et superposée. La relation entre la main et les figures environnantes se modifie. Le couteau pointe dans une autre direction et la menace se redirige. Le sens change. La question de ce que Léonard de Vinci voulait dire par cette main détachée du corps n'a jamais été résolue. La question de la signification de la main dans la composition codée a été à peine posée. L'imagerie multispectrale moderne a transformé l'analyse des peintures de la Renaissance. Cette technique consiste à photographier les œuvres d'art sous plusieurs longueurs d'onde de lumière visible infrarouge, ultraviolet et rayons X. Les différentes longueurs d'onde pénètrent à différentes profondeurs. Certaines révèlent la couche picturale superficielle. D'autres révèlent les dessins sous-jacents. D'autres encore révèlent les couches recouvertes, les corrections apportées par l'artiste et les versions antérieures de la composition qui ont été modifiées ultérieurement. Cette technique a été appliquée à des œuvres majeures dans le monde entier. Pascal Cotte et Lumière Technology ont réalisé une analyse multispectrale de la Joconde, publiée en 2015. Leurs travaux ont révélé de multiples couches de portraits sous-jacentes, preuve que Léonard de Vinci a considérablement remanié la composition et que le tableau visible aujourd'hui est la version finale d'une œuvre ayant connu plusieurs étapes antérieures. Le Vatican a appliqué l'imagerie multispectrale aux œuvres de la Chapelle Sixtine et à d'autres collections. Le Louvre, la National Gallery de Londres et de grands musées du monde entier ont intégré cette technologie à leur programme de conservation et de recherche. Cette technique n'a pas été entièrement appliquée à la scène. Une imagerie partielle a été réalisée. Des fragments du dessin sous-jacent ont été documentés. Mais l'étude multispectrale exhaustive rendue possible par les technologies modernes, le type d'analyse qui a révélé les différentes couches cachées de la Joconde n'a pas été achevée. Ou, si elle l'a été, elle n'a pas été rendue publique. Le contrôle institutionnel de l'accès à la scène est extraordinaire. Contrôle.
Le tableau appartient à l'État italien et est administré par un système complexe impliquant l'ordre dominicain, le ministère de la Culture et divers organismes de contrôle. L'accès est strictement contrôlé. Les visiteurs sont admis par petits groupes pour des périodes de visite strictement limitées. Les chercheurs doivent obtenir de nombreuses autorisations. Les images numériques réalisées ne sont pas librement accessibles. Les numérisations haute résolution qui permettraient aux chercheurs indépendants de mener le type d'analyse tentée par Pala et Pesci ne sont pas dans le domaine public. Les institutions qui contrôlent le tableau contrôlent également les données. La vision par ordinateur pilotée par l'IA a ouvert de nouvelles perspectives. Les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent identifier des motifs dans des images complexes qui échappent à l'œil humain. Ils peuvent analyser les relations géométriques au sein de compositions entières. Ils peuvent détecter des régularités dans la couleur, la forme et la structure qui suggèrent un codage délibéré plutôt qu'un accident. Motif. L'application de ces outils à l'art de la Renaissance n'en est qu'à ses débuts. Cependant, les résultats préliminaires suggèrent que Pala, Pesci et Galizia ont peut-être identifié des schémas réels plutôt que d'en projeter des imaginaires. La structure musicale identifiée par Pala peut être testée mathématiquement. Les positions des mains et des miches de pain peuvent être cartographiées avec précision. La notation obtenue peut être analysée afin d'en déterminer la cohérence harmonique. Si le motif est aléatoire, l'analyse devrait révéler cet aléatoire. Si le motif est intentionnel, l'analyse devrait révéler une structure musicale. Une première analyse informatique suggère une structure. La technique de superposition de miroirs utilisée par Pesci peut être perfectionnée grâce aux techniques modernes de traitement d'images. Les artefacts que les sceptiques attribuaient à cette technique peuvent être éliminés. Les éléments restants peuvent être analysés afin d'en déterminer la signification compositionnelle. Miroir. Une première analyse informatique suggère une signification. La cartographie astrologique proposée par Galizia peut être confrontée aux positions documentées des corps célestes durant la période où travaillait Léonard de Vinci. Les correspondances peuvent être évaluées statistiquement, astrologiques. Une première analyse suggère une correspondance qui dépasse le simple hasard. Rien de tout cela n'est concluant. Tout cela est suggestif. La technologie qui permettrait de trancher définitivement la question, à savoir l'imagerie multispectrale complète analysée par des outils d'IA modernes, n'a pas été mise en œuvre. Ou si elle l'a été, les résultats n'ont pas été publiés. Le silence est en lui-même significatif. Silence. Carlo Pedretti fut l'un des plus prolifiques spécialistes de Léonard de Vinci au XXe siècle. Ses travaux sur les méthodes de composition de Léonard ont documenté l'utilisation systématique par l'artiste des proportions mathématiques des structures géométriques et du codage symbolique. Systématique. Martin Kemp, historien de l'art à Oxford, a beaucoup écrit sur l'intégration par Léonard de Vinci de la pensée scientifique et artistique. Les peintures de Léonard de Vinci incarnent la même intelligence investigatrice qui animait ses travaux scientifiques. Intégration. Les deux chercheurs s'accordent à dire que Léonard travaillait par couches successives. Que la surface visible de ces tableaux ne révèle pas l'intégralité de leur contenu. Ces dessins sous-jacents, repentirs et éléments structurels recèlent une signification que l'image de surface ne révèle pas pleinement. Des strates. Aucun des deux chercheurs n'a examiné en profondeur les affirmations de Paola Pesci ou Galizia. Ces affirmations ont été rejetées sans être analysées. Les preuves ont été écartées sans être réfutées. Ce schéma est malheureusement courant. C'est le même schéma qui a caractérisé la réaction institutionnelle face aux découvertes atypiques tout au long de l'histoire de la recherche. Lorsque des preuves remettent en cause les récits établis, elles ne sont pas évaluées. Elles sont rejetées. La scène est accrochée au mur de l'université de Milan. Elle est accrochée là depuis plus de 500 ans. L'image représente le Christ et ses 12 apôtres au moment du repas pascal lorsque le Christ annonce que l'un d'eux le trahira. La composition est saisissante. Les expressions sont puissantes.
La signification théologique est limpide, mais la surface ne représente pas l'intégralité du tableau. Sous la surface, dans le dessin sous-jacent et les premières couches picturales, dans la structure géométrique et les relations mathématiques se cache autre chose. Quelque chose que Léonard a délibérément placé là. Quelque chose qu'il pensait que quelqu'un finirait par découvrir. La technologie permettant de la découvrir existe désormais. La volonté institutionnelle de l'appliquer fait défaut. La scène demeure partiellement décryptée. Son image superficielle a été étudiée de manière exhaustive. Ses strates cachées ont été entrevues, mais non entièrement révélées. Son codage a été documenté par des chercheurs indépendants dont les travaux ont été rejetés sans discussion. Léonard de Vinci était le plus grand génie de la Renaissance. Il codait ses carnets en écriture miroir. Il structurait ses compositions avec une précision mathématique. Il a intégré de multiples niveaux de signification dans son œuvre. La question n'est pas de savoir si la scène recèle un contenu caché, mais plutôt ce que ce contenu révèle. La musique découverte par Paula attend d'être vérifiée. La composition en miroir révélée par Pesci attend d'être analysée. La cartographie cosmologique proposée par Galicia attend d'être testée. Les outils d'IA qui pourraient résoudre définitivement ces questions attendent d'être mis en œuvre. Quant à la scène elle-même, elle est endommagée et détériorée, ne conservant que 20% de la pigmentation originale de Léonard de Vinci. Elle attend qu'une personne ayant l'autorité et la volonté de décrypter enfin ce que le plus grand artiste de la Renaissance a inscrit dans sa peinture il y a 500 ans. Ce tableau n'est pas une image unique. Il ne l'a jamais été. C'est un palimpseste, un code, un message qui attend que la technologie le déchiffre. La technologie est arrivée. La lecture a commencé. Ce qu'elle révélera pourrait tout changer. Nous pensons tout savoir de Léonard de Vinci, de la Renaissance et des traditions cachées, que les plus grands artistes de cette époque ont préservées au vu et au su de tous, attendant que le futur les rattrape, attendant que la scène parle. La question est de savoir si ceux qui ont le pouvoir d'écouter sont disposés à entendre ce qu'elle a à dire.